viens d'envoyer un magazine dans le groupe, c'est mentionné Joag Times, je crois. Vous allez vous en sortir avec les images pour ceux qui ne parlent pas anglais. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un bon document. Il va vous informer. J'ai vu tout de suite une question. Il y a quelqu'un qui a posé de savoir est-ce que nous pouvons produire en appliquant l'agriculture durable depuis la maison. Et vous voyez là, ce sont nos partenaires à nous avec lesquels nous travaillons. Vous avez le groupe Tout Soil avec Richard Campbell. Richard Campbell est le fondateur de l'agriculture géologique, ça fait 25 ans. Je l'ai rencontré à Washington, D.C. Je crois, ici aussi, j'avais eu la chance de le rencontrer parce qu'il avait fait la promotion des roches et de la capacité qu'on pouvait se faire à travers les roches. Donc, à partir de l'instant, personne ne doit pleurer parce qu'il n'a pas 10 hectares de terre pour produire. Depuis votre 5 cm de périmètre, vous pouvez produire quelque chose depuis votre maison, en fait. Même dans les boîtes, eux, ils ont beaucoup avancé. Ils produisent du haricot, ils produisent des laitues, des feuilles de salade, ils produisent beaucoup de choses. Vous allez être impressionné en regardant ce magazine, franchement. Et moi-même, j'ai pu produire ce dernier temps, j'ai utilisé les graines de piment. J'ai voulu produire du piment depuis une boîte à la maison sans utiliser le sol, bien sûr, utiliser que des roches. Je suis allé prendre du sable depuis la mer et ce sable-là, je l'ai combiné avec des roches marines et des graviers pour pouvoir voir ce que ça peut donner. À mon fort étonnement, je crois à la 4e semaine, j'avais déjà les feuilles de piment qui sont sorties de part et d'autre. Malheureusement, je n'ai pas pu quand même avoir de piment parce que je n'avais pas trop étudié mes roches. Mais c'était impressionnant quand même que les feuilles poussent sur une roche. C'était impressionnant. Donc, c'est le plus important. Mais je n'ai pas eu de piment. Il avait dit que ma plantation avait manqué un peu de rayons solaires parce que je l'avais laissée à la maison. Elle recevait de la lumière, mais pas de la lumière du jour, la lumière d'une ampoule depuis le bureau. Donc, je voulais expérimenter en fait. Donc, les recherches continuent et nous avons récemment reçu l'opportunité de participer à travers un grand programme africain où toutes les universités sont maintenant financées. La Guinée n'a pas eu la chance d'abord d'installer son programme parce que Covid avait pris jour. Mais je vais vous partager ici la géolocalisation de tous les pays africains. Peut-être que le Togo même fait partie. Vous pourrez contacter notre représentant de pays au Togo. Il va vous enseigner ce que nous avons appelé ici par production agricole durable. Et si on peut commencer, tu me dis, hein, je ne fais que parler seul. Ok, je comprends. Merci, Monsieur Alpha, pour voilà, votre contribution. J'aimerais rappeler, ou bien je tiens à remercier tous ceux qui sont présents à ce webinaire. Et je salue tous les États présents parce que, en fait, il n'y a pas que le Togo ni la Guinée que tu représentes. Il y a le Tchad, il y a le Bénin, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire, il y a même le Maroc et tout. Donc, et pour les pays que j'ai eu à ne pas citer, je suis désolée, mais merci de votre présence actuellement. Maintenant, alors là, avant d'abord de continuer ici, je vais me présenter mes excuses à tout le monde. J'avais pensé qu'il n'y avait que des Togolais. Je suis désolé sincèrement et je crois que c'est une grande opportunité pour nous de parler de Alpha Vert, peut-être à la fin de la causerie. Merci, ici. Ok. Voilà, donc nous allons procéder aux questions tout en essayant de toucher les 2 dernières questions. Ce que je vais faire, c'est, je vais donner la parole, il y avait M. Amouzou qui voulait intervenir. Ah voilà, M. Labodja est là. M. Amouzou, il y avait une question que vous avez posée, je crois bien, dans le groupe. Est-ce que vous pouvez intervenir dès maintenant pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on répondra? Merci. Vous m'écoutez? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bon, ma question, c'est de savoir, parce que nous parlons de l'agriculture durable. Et l'exemple que j'avais donné aujourd'hui, c'est l'utilisation des insecticides. Et nous prenons l'exemple du haricot que nous produisons. Et voilà, nous utilisons les insecticides là pour que ça donne plus de rendement.
J'aimerais savoir, parce qu'il y a des spécialistes ici, s'il y a d'autres moyens par lesquels nous pouvons faire taire ces insectes-là pour que nous ayons de bons rendements. Voilà ma première question. D'accord, merci bien. On va laisser M. Selaboujo, il est spécialiste en agriculture durable, d'abord donner son impression et ses éléments de réponse. Oui, salut. Nous n'entendons Tu peux pas. Oui, oui, allez-y. Oui, allô. Oui. Tu peux aller, ok. Bon, bonsoir à tout le monde. Il y a un bruit, il y a cacophonie là. D'accord. C'est bon? Monsieur Amouzou a parlé de haricots. Je ne sais pas. C'est bon, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Oui, je ne sais pas. Il s'agit de l'haricot vert comme légume ou bien Non, c'est l'haricot que nous consommons, pas l'haricot vert. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Ok. Et donc, effectivement, l'haricot que nous appelons normalement niébé, qui est produit dans nos pays, est vulnérable aux insectes ravageurs qui sont des piqueurs-pousseurs. Et donc, qui prennent la sève du niébé et qui déstabilisent la floraison et autres. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter? Beaucoup utilisent souvent ce que nous appelons l'andrine et autres, qui est une substance chimique de synthèse qui n'est pas du tout intéressante pour nos organismes. Alors, rapidement, comme proposition d'alternative de traitement contre les ravageurs du niébé, nous avons ce que nous appelons vulgairement les graines de Nîmes. Un peu partout dans nos pays tropicaux, qui peuvent être valorisées sous toutes ces formes. Mais bon, ici, je ne sais pas, le temps ne nous permet pas de détailler toutes les formes d'application, de valorisation des graines de Nîmes, qui sont beaucoup plus riches en ce principe actif qui est l'azadiraxine. Monsieur Labodja, nous ne vous recevons plus. Oui. Je crains qu'il ait un problème de connexion. Donc, Monsieur Alpha, peut-être vous pourrez nous donner quelques... Ok, en attendant que M. Labodja ne revienne, en fait, moi, c'est que nous, on a l'habitude de proposer comme solution dans le secteur de l'agriculture, quand il arrive à parler du niébé, même pas du niébé seulement, tout ce qui rentre dans les légumineuses, nous proposons l'usage de deux éléments. La cendre, par exemple, la cendre que vous voyez, c'est difficile d'en obtenir suffisamment, mais la cendre est un élément important. Le souci est que comment obtenir cette cendre qu'il faut utiliser? C'est depuis le départ. Avant de s'aimer la graine que vous êtes en train d'utiliser, une petite quantité de cendre autour du trou que vous avez mis de votre niébé avant de le s'aimer. Vous mettez cette quantité de cendre autour. Il y a autre élément qu'on a encore trouvé très, très intéressant ces temps-ci, ce sont ces roches dont je suis en train de vous parler. Autour de chaque trou, si vous vous rassurez, après avoir sémé, vous avez mis suffisamment de roches sédimentaires, mais là, ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut qu'on étudie quel type de roche il faut mettre. Vous allez trouver une production très bonne avec ou pas d'insectes autour. Maintenant, est-ce que l'utilisation des insecticides rendrait votre agriculture non durable? Je dirais non. Ce n'est pas parce que vous avez utilisé l'herbicide ou l'insecticide sur votre produit que votre agriculture n'est pas durable. Mais faire recours à une substance trop de chimique, c'est ce qui fait le souci, par exemple, sur le sol, les engrais et autres. Mais si c'est juste pour désinfecter un champ, moi, je ne vois pas ce qui pourrait changer sur la durabilité parce que le sol lui-même ne pourrait pas directement être impacté, mais le fruit que vous allez récolter. C'est là la différence entre les deux aspects. C'est comme si vous avez un champ qui est envahi par des criquets pèlerins et que vous vous dites ne pas faire recours à des produits phytosanitaires ou à des gaz
ou à d'autres éléments chimiques qui peuvent chasser ces insectes. Vous risquez de perdre votre champ en cherchant une solution naturelle parce que ce n'est pas aussi évident. Récemment, on a vu une vague de criquets pèlerins qui ont envahi l'Éthiopie jusqu'au Sud-Soudan. On avait très peur que ça arrive vers le Togo parce que tout ce qui arrive au Togo a déjà franchi presque la ligne barrière. La Guinée ne pourrait difficilement échapper. Donc, par les efforts conjoints de toutes les nations, il y a eu ces gestes à travers des produits phytosanitaires qui ont été utilisés à travers des avions qui ont fait périr ces insectes. Donc, tout ça, ce sont des types de solutions. Et la solution que M. Laboudia vient d'utiliser, le NIM dont il parle, est un élément très, très aussi efficace, pas seulement pour les insectes ou bien pour les infections des plantes. C'est aussi efficace pour redonner floraison au sol et la capacité de ce sol. Il y a de côté aussi pour l'enrichissement en qualité du niébé, en qualité de fer, on peut faire recours au moringa. Les feuilles séchées du moringa tout autour, ça peut redonner la force au sol. Et le plus souvent, le moringa ne se fait pas attaquer par des insectes. Quand le sol est riche en ça, le produit pourrait ne pas avoir d'autres types d'insectes. C'est ce que je peux donner comme élément de réponse. Et vous pourrez trouver plus aussi d'éléments de réponse dans le document que je viens de partager avec vous dans le groupe WhatsApp. Ok, Merci. donc nous allons entamer avec la seconde question. Il s'agit, bon, là on enchaîne avec celle de Madame Laurence. J'aime beaucoup l'agriculture et je rêve d'avoir un grand champ pour y planter beaucoup de choses. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut pratiquer l'agriculture durable dans le contexte jardin de nos maisons? Bien sûr, bien sûr. Et c'est là-bas d'ailleurs l'agriculture durable est beaucoup plus intéressante. Parlez plus fort, je vous prie. J'ai dit c'est là-bas même l'agriculture durable est encore beaucoup plus intéressante parce que je répondais tout à l'heure à cette question. C'est Madame comment, s'il vous plaît? Laurence. Ok. Je pense que c'est la meilleure question. Le jardin que nous avons devant notre maison, le plus souvent ne s'étend pas sur 50 cm² ou bien deux fois, ça va jusqu'à 10 à 20 mètres carrés. D'autres peuvent avoir un jardin qui peut faire les 100 mètres carrés. Les 200 mètres carrés ou à peu près cela. Donc, vous n'avez pas une chance de quitter là-bas pour partir ailleurs. Et c'est chez vous. Comment on fait l'agriculture sur un sol comme ça? Il faudrait d'abord produire du compost. Le compostage, il y a deux natures. Il y a le compostage organique et il y a le compostage semi-organique. Celui organique, c'est à la base, par exemple, de la bouse, de la fiente des poules que vous voyez et autres. On peut utiliser ça en association avec une terre qui était presque dépourvue de richesse de son sol. On peut redonner la force à la terre avant de s'aimer. Et vu que le scale-up, comment je dis scale-up, la dimension voilà, de votre jardin à la maison n'est pas aussi grand, vous n'avez pas besoin de faire recours à tout ce qui est engrais et produits chimiques parce que vous avez besoin de garder votre sol pour 10 ans ou 20 ans. Alors, prenez votre soin de désherber l'entreplantation et vous assurez que vous puissiez produire. Si, par exemple, c'est de la patate douce que vous produisez, une culture que j'aime beaucoup, à cause de plusieurs raisons de nutrition, même que le Programme alimentaire mondial aujourd'hui recommande aux pays africains. Donc, pour toutes ces valeurs qui tournent autour de la patate, la seule plante dont aucune partie n'est rejetée, de la fleur à la feuille jusqu'au produit lui-même, si c'est ce que vous voulez produire, vous pouvez faire recours aux herbes même que vous enlevez dans votre jardin. Vous les regroupez et vous les enfouillez dans le sol. Quelque chose de 2 mois ou 3 mois en saison sèche, quand la pluie retombe, vous récupérez cette partie de la terre et vous redistribuez dans votre champ en faisant des buts. À travers ces buts, si vous mettez votre patate, je peux vous garantir une chose, elle sera d'une qualité très, très considérable. Et vous n'avez pas peur des insectes parce que le scale-up, comme je le dis, n'est pas grand. Et quand les insectes commencent à s'approcher, vu que vous n'avez pas un vaste domaine qu'il faut contrôler, le contrôle ne sera pas difficile. Et vous pouvez faire recours à la cendre que vous allez mettre tout au long des feuilles. Ça, c'est pour la patate. Quand il s'agit, par exemple, du maïs que vous produisez à la maison, c'est encore plus facile. Le maïs, il peut être planté. Et chez nous, en Afrique, nous avons l'habitude de planter entre le maïs d'autres éléments.
c'est pas mal, mais pour garder le sol durablement, il faut éviter de mettre dans une même zone 2 cultures ou 3 cultures à la fois. Parce que si le maïs a besoin, par exemple, de phosphate pour bien se nourrir, et que vous avez planté du beignet entre-temps qui récupère tout le fer qui se trouve entre les arbres du maïs, votre plantation ne pourrait pas donner la chance l'année prochaine de produire la même quantité de maïs que vous avez récolté cette année. Donc, il faudrait revoir la méthodologie et proposer toujours la jachère, parce qu'à la maison, vous allez dire que vous avez de l'eau, vous pouvez arroser à n'importe quel moment, mais la jachère, elle est très, très importante. Il faut toujours donner 6 mois en saison, ou bien 4 mois ou 5 mois de repos au sol, et vous pouvez l'arroser même s'il n'y a pas d'autres semences pour lui permettre de garder son humidité. Je peux beaucoup parler par rapport à cela, mais je crois qu'il y a d'autres questions, je vais me limiter ici. Exactement. Il va falloir être un peu plus succinct pour les réponses aux questions. Donc, voici une autre question de M. Alimou. Quelles peuvent être les composantes techniques de la restauration des paysages forestiers dont vous avez parlé lors de votre présentation? Waouh, ça, j'aime bien ça. Récemment, nous avons reçu en Guinée une femme nigérienne qui est venue travailler avec notre gouvernement dans le cadre de la mise en place du MEOR. Le MEOR, c'est un outil d'évaluation des paramètres des sols pour leur offrir une restauration possible. Les aspects sont au nombre, si je n'ai pas oublié, je ne suis pas un bon élève parce que je viens de commencer la restauration, mais ce qui reste clair, il y a 5 aspects qui sont très, très fondamentaux. Premièrement, ce sont les forêts communautaires. Ça, c'est un aspect. Donc, la faune aussi de ces forêts. En fait, vous avez la flore, vous avez la faune. Après ça, vous avez le sol. Et on entend par sol pas seulement le sol dans lequel se trouve la forêt, mais le paysage entièrement. Dans le paysage, vous avez aussi les eaux. On pense que les eaux ne font pas partir. Même les puits que nous utilisons, les forages et autres font partir. Donc, tout ceci sont des éléments. Et à côté de cela, vous avez les lieux d'habitation, les maisons. Dans les maisons, vous avez 2 types d'habitants. Vous avez les domestiques et vous avez, vous les humains, vous-même. Les domestiques, ce sont les animaux, les chiens et autres. Donc, la restauration prendrait en compte tout ceci. Un exemple, supposons que vous disiez que vous allez planter des arbres pour donner la force à la forêt. Un cas comme ça s'est passé à Kindia. Je ne suis pas trop spécialiste en botanique, le nom est botanicien, je ne me rappelle pas du nom exactement, mais une plante qu'ils ont amenée en vague en 2008 à Kindia pour permettre de donner la force à la végétation. Certes, la plante a donné beaucoup d'humidité, a gardé la capacité du sol, mais la qualité des mangues dans cette zone qu'on appelle Fulaya est restée jusqu'au jour d'aujourd'hui incontrôlée. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres une mangue, tu retrouves dedans des insectes, des vers. Donc, la qualité des mangues fait qu'on ne peut même pas produire du jus de mangue à la base de ces mangues. Et c'est la seule zone qui est infectée parce que ces plantes y sont. Jusqu'à ce que nous ayons appris l'année dernière qu'il y a un spécialiste qui est venu, il a trouvé que c'est la plante qui a été mise sur quelque chose de 10 km de l'endroit qui est en train de produire des graines de pollen qui se déposent dans les autres pollens pendant le processus de pollinisation. Et c'est ce qui est en train de détruire la qualité des mangues qui sont produites. Alors, faut-il se débarrasser de ces plantes qui ont déjà trouvé un autre écosystème, même s'il y a d'autres animaux qui sont là-bas, ou faudrait-il préserver les manguiers qui sont là? Donc, l'un ou l'autre doit être, quelqu'un doit être sacrifié. Ben, vous voyez ce que ça fait le souci. La restauration, donc, incombe tous ces paramètres. En faisant une restauration, il faut s'assurer d'abord de la qualité des êtres qui vivent dans le lieu de restauration et la qualité aussi des plantes que vous voulez mettre. La restauration est aussi de 2 formes. Il y a la forme qu'on appelle naturelle. C'est laisser la nature elle-même repousser d'elle-même. Vous voyez, par exemple, si la forêt elle est ici, vous arrêtez juste de couper à l'intérieur, oui, et vous arrêtez aussi d'aller produire quelque chose à l'intérieur. Et vous vous y éloignez, la zone, elle reprend tous les insectes qui étaient là au départ, tous les animaux qui étaient là au départ peuvent revenir. Et ça, c'est une formule qui est très, très difficile de nos jours, vu l'expansion anarchique des habitations. Au fur et à mesure, je pourrais partager dans le groupe sur la restauration. Je pourrais même l'inviter à rejoindre ce groupe très bientôt quand nous allons travailler dans le MEOR en Guinée. Merci. OK. La seconde question, rapidement, concerne l'implication des techniques
de culture ancestrale dans la notion d'agriculture durable? Quelle est la place, en fait, de nos techniques de culture ancestrale? Elle est toujours de M. Alimou Pango. Ok. Donc, ce que moi je dirais à M. Alimou, c'est de toujours faire recours à la vidéo que je partage avec vous tout à l'heure. Il y a un jour, j'ai suivi une vidéo d'une jeune femme du Nigeria qui faisait ressortir comment les Nigérians faisaient pour garder l'humidité du sol en saison sèche. En fait, en produisant, ils créaient d'abord des trous qui sont très, très profonds dans les plantations, avec une maille de, je crois, de 5 cm ou 10 cm qui éloigne. Votre micro, s'il vous plaît. Je dis, ils produisent en laissant 5 cm entre l'espacement, quoi, en carreau. Ils creusent des trous. Dans les trous qu'ils ont creusés, vous savez ce qu'ils font? Ils ne mettent rien. Et ce sont des trous qui sont très profonds, de fois à la profondeur d'une jambe. Donc, quand je fais descendre mon pied entièrement dedans, il rentre. Donc, ce trou reste là, béant en saison pluvieuse. Et dans l'espacement entre les trous, on sème ce qu'on a à semer, on récolte. Ces trous-là gardent cette eau qui reste là et l'humidité reste interne. En saison sèche, il suffit juste de mettre des graines dans ces trous et remettre la terre de surface. En saison sèche, ils peuvent encore obtenir quoi? Manger en mettant une petite quantité d'eau. Vous voyez combien de fois c'est ingénieux? Ça, c'est une méthode purement traditionnelle. Et nous avons vu le monsieur qui a cassé les roches encore au Togo jusqu'à ce qu'il a pu produire. Donc, tout ça, ce sont des méthodes. Donc, nous continuerons à proposer d'autres pistes et ça va permettre d'enrichir pas à pas. D'accord. Merci, Farida. OK. La dernière question peut être de M. Boubacar Diallo. Vous pouvez activer votre micro, M. Boubacar Diallo. Enfin, il lève la main, mais il ne réagit pas. Bon, donc, est-ce qu'il y a une autre inquiétude qu'on pourrait en même temps éliminer? Eh bien, bon, donc, Monsieur Amouzou, oui, voilà. Lors de l'intervention de, s'il vous plaît, le nom est échappé un peu. Un instant, d'Alpha Diallo. Désolé, Monsieur Amouzou. Okay, bon, allez-y, allez-y. Il y a Monsieur Boubacar qui a écrit. Oui, voilà. Okay. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, vous allez bien? Oui, je vais bien. Nous allons bien. Ok, ok. Oh, moi, ma question est la suivante. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Ok, c'est par rapport à l'utilisation de l'herbe du moringa, parce que j'ai entendu tout de suite l'intervenant parler de l'utilisation de l'herbe du moringa comme de l'engrais. Donc, j'aimerais savoir comment peut-on l'utiliser. D'accord, merci. Donc, monsieur, vous deux, vous nommez Diallo, c'est intéressant. Donc, monsieur Alpha, la question, c'est de comprendre l'utilisation de l'herbe du moringa sur les plantes, en fait, en mode engrais. Nous vous écoutons. Monsieur Alpha, nous ne vous entendons plus. Monsieur Alpha, je crains que nous l'ayons perdu. Mais on l'a perdu. On l'a perdu. Je pense qu'il va revenir, peut-être un problème. Ah, donc, pas lui. En attendant, voilà, nous avons Monsieur Labodja qui est présent, donc je pense que peut-être il aura des réponses pour nous. Monsieur Labodja, on peut vous écouter?
Oui, bonsoir. Je suis de retour. J'avais des difficultés avec mon réseau, malgré que je suis en pleine ville. D'accord. Donc, on va rattraper en même temps les choses. Il y a M. Boubacar qui posait une question. Malheureusement, nous avons perdu M. Alpha. Donc, la question, c'est sur l'utilisation de l'herbe du moringa sur les plantes comme des engrais. Est-ce que vous avez des réponses par rapport à cela? Vous avez des notions, des réponses par rapport à cela? Bon, je crois que par principe, le moringa est une plante nutritive riche en azote. Ces éléments azotés sont la composante essentielle de l'engrais chimique que nous appelons souvent urée. Et donc, les feuilles de moringa peuvent servir d'apport l'azote naturel au profit de nos plantes. Donc, je crois que ce ne serait pas une mauvaise pratique. C'est de laisser les enfants à part et faire le truc. On ne sait rien. Allô? 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 Oui, nous vous écoutons. Je disais, par principe, le moringa est une plante essentiellement riche en azote. Et ce que nous appelons urée comme engrais synthétique est essentiellement constitué d'azote. Donc, en quelque sorte, les feuilles du moringa peuvent permettre d'apporter de l'azote issu du matériel végétal, donc de l'azote naturel à nos sols au profit de nos cultures. Donc, nous pensons que c'est une pratique écologique et biologique. En bref. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un valoriser comment on l'utilise du moringa. Ok, merci M. Labodja. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a valorisé ça, je crois, à Dakar. C'est une jeune femme nigérienne. Elle a valorisé réellement le moringa sur toute la chaîne de consommation du moringa. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais donner peut-être l'exemple à Boubacar Diallo pour qu'il s'en serve. Elle a mis en place, elle a commencé d'abord à planter. Monsieur Boubacar, vous pouvez couper votre micro d'abord, s'il vous plaît? Coupez votre micro, il y a le bruit qui vient là. Ok. Donc, comme je le disais, ce qu'elle a fait, ils ont planté, je crois, sur quelque chose de 1 hectare, les arbres du moringa. Entre-temps, quand les arbres ont atteint 6 mois de croissance ou 1 an de croissance, ils ont mis en place du bétail, donc des chèvres en particulier. Et ces chèvres ne se nourrissaient que des feuilles de ce moringa. Entre-temps, au fur et à mesure que le bétail se nourrit des feuilles de ce moringa, je crois après 2 ans, dans l'antre de ces arbres, les plantes, les feuilles qui tombent, ils les récupéraient et ils les mettaient dans un sol qu'ils enfouissaient en saison sèche. Dès que la première pluie tombait, c'est cette terre qui est renversée et sur cette terre, ils produisaient. Ils produisaient divers aliments en ce moment. Et comme vous l'avez vous-même mentionné, la richesse en azote a permis, par exemple, je crois, en une année qu'ils produisent une quantité de maïs sur un sol nigérien. Vous vous imaginez, des fois, le sol il est très faible, mais ça les a permis de beaucoup produire. Donc, ils ont l'habitude d'utiliser ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font de la bouse de ces animaux qu'ils ont? Ils récupèrent cela, ils mélangent dans l'enfouissement, ce qui les donne encore une autre qualité pour ce sol. Et au-delà de ça, la peau qu'ils récupéraient de ces animaux une fois qu'ils sont égorgés était d'une qualité très rare qui était amenée chez les cordonniers. Donc, la chaîne, elle était totalement bouclée avec ce moringa. Et c'était ça son projet quand je l'ai rencontré à Dakar. Elle promettait cet entrepreneuriat, en fait. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alpha. Je pense qu'on repasse la parole à Monsieur Amouzou qui voulait dire quelque chose rapidement. Okay. Donc, moi, c'est au niveau de la protection de l'habitat, de la faune et de la flore. On parlait de l'anacarde lors de l'intervention de M. Alpha Diallo. Oui. Je voudrais savoir si c'est conseillé, mais vu que nous savons qu'avec l'anacarde, je crois que ça chasse les espèces
parce que c'est recommandé. Beaucoup demandent maintenant l'anacarde parce que ça, c'est fructueux et ça donne plus d'argent. Mais vu tout ce que je viens de recevoir comme information à propos, je crois que... Est-ce que c'est encore conseillé pour ces gens-là de produire de l'anacarde? D'accord. Merci bien pour votre question. Elle est très bonne. Quand vous me demandez par rapport à la production de l'anacarde, je vous la déconseillerai dans cinq endroits. Je vous déconseillerais d'avoir une production d'anacarde, un champ d'anacarde dans une zone humide. Quand la zone elle est humide, par exemple, vous savez, chez nous en Guinée, les zones humides sont toutes sélectionnées. On les appelle les sites Ramsar. Les sites Ramsar, ce sont des sites qui ont été déclarés comme étant des sites et des patrimoines international appartenant à l'ONU. Cette signature a été faite à Ramsar, je crois Ramsar c'est en Iran, et en 1900, je crois 70 ou 69 comme ça. Donc ces sites sont des sites qui reçoivent une grande quantité d'oiseaux migrateurs qui viennent en temps humide lorsque les zones européennes sont en été. En Guinée, ici, nous avons le Capatchèze, ça ce sont des zones. Nous avons aussi Alcatraz ici, ce sont des zones qui sont vraiment déclarées zones humides. On a remarqué que l'abondance de l'anacarde à bouquet fait que ces zones reçoivent une quantité excessive de chaleur. La seule plante qui se nourrit en quantité suffisante de chaleur, c'est l'anacardier. Donc, pour ces raisons, je n'ai pas fini encore mes recherches. Je les ai arrêtées il y a de cela 2 ans parce que j'avais commencé à travailler sur la pollution de l'air et les conséquences que ça pourrait donner. Donc, j'avais arrêté le suivi de l'anacarde et les moyens aussi me manquaient pour évaluer l'âge de l'anacarde et la nature d'extraction des richesses du sol. Ce qui reste clair, d'un point de vue des faits, si vous partez dans un champ d'anacarde, vous regardez le sous-sol, vous ne trouvez aucune autre plante poussée. C'est extrêmement dangereux. Et la quantité de soleil qui s'abat dans la zone de production de l'anacarde est énorme. C'est ce qui donne les fruits de l'anacarde. Plus la zone elle est ensoleillée, plus vous avez une bonne production d'anacarde, de pommes d'acajou. Maintenant, la pomme d'acajou, quand vous la regardez, elle est totalement truffée d'eau. C'est la pomme la plus riche en eau quand elle est à maturité. Donc, ce jus-là est consommé, c'est vrai, mais ce jus puise aussi quelque part sa nutrition. Donc, ça, ce sont les racines qui s'enfouissent. Ça, c'est l'analyse. Ça, c'est la première zone. Les zones humides, évitez-les. La deuxième zone où il ne faut pas planter l'anacarde, c'est la zone d'habitation. Vu que nous savons le processus de photosynthèse, plus il y a le soleil, plus il y a un dégagement de carbone. J'aurais bien peur que l'anacarde soit un arbre qui consomme beaucoup de carbone durant les nuits. Donc la nuit, vous allez avoir une humidité autour de la maison, mais la quantité de carbone humide qui est dégagée pourrait être très, très nocive. Je n'ai pas aussi les paramètres pour vous donner des chiffres exacts, mais j'ai vécu dans une zone pendant 6 ans ou 7 ans qui produit beaucoup de l'anacarde en Guinée. C'est la zone de Bokeh. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point où vous ne devrez pas mettre l'anacarde, ne mettez pas l'anacarde dans votre champ. Les gens ont l'habitude d'utiliser l'anacarde pour faire de la haie vive autour de leur plantation. Je vous déconseillerais parce que là où il y a l'anacarde, si vous avez même constaté, les autres insectes ne sont pas. Vous ne trouvez pas d'insectes suffisamment. Alors, ce qui va pousser ici, par exemple, les ascarides lombricoïdes et les autres vers de terre qui peuvent donner la capacité à votre sol, y compris ces escargots qui donnent la capacité de vie à votre sol, pourraient aussi disparaître. Donc, c'est une plante vraiment qu'il ne faut pas mettre dans votre zone de production agricole. Un autre endroit, là où vous produisez votre bétail, ne mettez pas l'anacarde là-bas parce que les vaches que vous avez ne peuvent se nourrir que d'herbe. Et si votre bétail ne doit se nourrir que des feuilles de l'anacarde, les feuilles de l'anacarde, je pense, elles sont très, très azotées. Je ne sais pas si c'est seulement l'azote qui se trouve dedans ou s'il y a d'autres éléments, mais les producteurs de vaches de Bokeh se déplaçaient à de grandes distances pour aller chercher du pâturage, ce qui les coûtait encore beaucoup plus cher de par le temps et par ce qui s'ensuit. Le dernier point, comme cinquième point, là où je ne vous conseillerais pas de mettre l'anacarde aussi, c'est dans une zone fluviale. Vous savez, il y a les zones humides qui sont différentes des zones fluviales. Par exemple, le long des rivières, le long des fleuves, ne plantez pas l'anacarde, même si l'anacarde permet de détenir le sol pour éviter l'invasion des champs et des choses, des lits des fleuves. Mais retenez que l'anacarde consomme beaucoup en eau
et vous pourrez perdre, si c'est à la tête de source de votre fleuve, vous pourrez perdre la tête de source de votre fleuve, et ça a des conséquences très énormes si votre fleuve ne peut plus produire en eau. Je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, les valeurs scientifiques de mes propos, mais c'est une analyse environnementale que j'ai faite. Ça fait de cela 2 ans, j'ai arrêté, mais je vous déconseillerais au moins, même si vous voulez planter, alors partez sur le Bowal. Le Bowal, c'est une surface plate qui pousse par exemple des baobabs, et c'est une zone dans laquelle les gens ne produisent pratiquement pas. Vous mettez votre champ d'anacarde là-bas. Je vous conseillerais ça en lieu et place des zones que je viens de citer. Merci. Et merci beaucoup, Monsieur Alpha. Nous sommes carrément à la fin, nous n'avons plus qu'1 minute, donc on vous laisse dire 5 mots. 5 mots, donc je vous appelle, le premier mot c'est au réseautage. J'appelle au réseautage. Le deuxième mot, j'appelle à la recherche du savoir. Donc, il faut que les gens, tout ce qu'ils disent, qu'ils aient déjà appris quelque part. Si vous avez remarqué, depuis qu'on est dans cette discussion, je n'ai fait que distribuer des articles. Donc, lisons, lisons et lisons. On ne peut pas parler d'un sujet si on ne le maîtrise pas. Le troisième je respecte. Ok. Le troisième mot, je vais parler de Alpha Vert. Quatrième vous avez vu mot. le logo dedans, c'est... Quatrième mot. Et puis, ben là, le quatrième mot, je vais parler de l'agriculture géologique. Cinquième mot. Et le cinquième mot, je vais parler de rencontre. Donc, mettons en place une autre rencontre pour échanger de ces points. Merci. D'accord.